Bonjour à tous. Salut Pascal. Comment ça va? Salut Younes, bien et toi? Bien, nickel, nickel. Surtout quand j'ai lu justement les infos de Madame Christine Lagarde qui nous dit comme quoi l'Europe est à la traîne. Ça nous a fait bien rire. Donc encore une fois, cette semaine, on décrypte l'actualité et on en a de très bonnes et sans intro. On va parler justement de Christine Lagarde qui nous dit qu'on est en plein décrochage, alors qu'il me Mhm. semble que son poste à la Banque Centrale Européenne, puis quand elle était au FMI, c'était justement éviter qu'on soit largué en matière d'économie, d'IA, etc. N'est-ce pas? Ben, ouais, c'est assez marrant en fait, parce qu'il y a l'interview qu'a donnée Madame Lagarde au Monde, où elle dit que elle fustige le penchant européen à tout réguler. Bon, ben alors au moins on est d'accord. Ce qui me fait rire, c'est que alors c'est pas dire évidemment que c'est pas Madame Lagarde qui fait les lois et tout, mais quand je compare le propos de Madame Lagarde qui est quand même au FMI et puis Mario Draghi qui fait un rapport brûlant en disant qu'il faut qu'on se réveille et que la révolution est en marche, c'est quand même les élites européennes qui nous expliquent qu'en fait ça va pas, mais qui ont drôlement participé à nous mettre dans cette situation. Alors ça m'a fait rire, j'ai trouvé que c'était piquant, qui ont fait une interprétation généreuse. On pourrait dire ils ont vu venir la chose, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de dynamiser le tissu d'innovation en Europe, puis qu'ils voient qu'on n'y arrive pas. Alors, en étant généreux, on pourrait dire, ben, ils envoient un signal fort pour dire que maintenant, il faut mettre la seconde. Là tu es très, très généreux. Hein. Tu es très généreux, mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas changer tout seul. Mais à un moment donné, faut arrêter, je pense, de se moquer du peuple, là. Parce que enfin, cette histoire de régulation, je pense que ça date pas d'hier, hein. En Europe, on a essayé de tout réguler et puis on voit que ça continue. On peut faire une petite parenthèse justement avec l'Université de Genève Ouais. qui est en train de faire la chasse aux sorcières 2.0 en, en justement voulant limiter l'utilisation de l'intelligence artificielle. Là, on parle juste Hein. d'utilisation, c'est pas de développement, c'est Hein. utiliser ChatGPT pour faire un travail, une disserte et tout, alors que au contraire, on devrait pouvoir plus encourager les étudiants à l'utiliser de la meilleure des manières plutôt que de les limiter. C'est comme s'ils imaginaient que la technologie allait disparaître à un moment Hein. donné, que OpenAI allait fermer ou que les autres outils IA, genre Copilot, allaient disparaître et puis qu'on allait revenir euh, voilà, il y a 2 ou 3 ans en arrière. Alors, disons, c'est assez marrant parce que je suis allé lire les chartes d'utilisation, les recommandations d'utilisation de l'UNIL, donc l'Université de Lausanne et de l'Université de Genève. En fait, c'est bien foutu. Ce qu'ils proposent, c'est raisonnable. Quand tu vas lire la charte, en fait, c'est bien. Ils disent de l'utiliser, ils disent pas de pas l'utiliser. Mais ce que je trouve très marrant et piquant, c'est que quand on en entend parler dans les journaux, on a l'impression on ressent un peu une terreur. Euh, oh my goodness, il faut qu'on explique pourquoi l'IA, ça va pas remplacer la validité des études qu'on propose. Et je pense qu'en fait, ils sont déstabilisés. Il faut pas oublier qu'à Genève, quand la calculatrice est arrivée, les profs de maths ont fait grève. Et je pense que c'est un même truc. La différence, c'est qu'à l'époque, c'était les profs de maths, tandis que maintenant, c'est tout ce qui concerne le langage. Ça veut dire, bah, en tout cas, en partie la médecine, c'est clair et net les traductions, l'apprentissage des langues, comment on les traduit, l'histoire, etc., etc. Tous les domaines où en fait le langage est premier et de grande importance, puis qu'il faut manipuler des grandes quantités de données et de textes, c'est évident que l'IA, c'est un bouleversement qui est absolument immense. Et je peux comprendre en fait qu'ils soient un peu paniqués. Un truc dont on avait parlé, c'était l'association des traducteurs français qui envoyait une lettre qui vraiment est bouleversante, où ils expliquent que, en gros, ils sont foutus. Et alors qu'on soit bien clair, ça n'enlève rien à la beauté et au bonheur d'apprendre une langue qu'on maîtrise pas encore. C'est génial, hein.
more power to you. Faut apprendre l'espagnol, l'arabe, le turc, l'anglais. C'est absolument génial. Ça permet de penser autrement. On en avait déjà parlé. Mais si maintenant on regarde l'université comme une école professionnelle, et puis en tout cas pour tous les jeunes qui veulent s'enfiler dans une filière où ils vont apprendre à traduire, il faut le faire parce que vous aimez vraiment cette langue, mais pas pour avoir un job. Il y en aura peu ou pas. Parce que la vérité, c'est que dans l'industrie, si vous avez un site internet à traduire, les gens ils vont utiliser l'IA, c'est évident. Donc évidemment, il restera quelques postes par-ci par-là pour des traducteurs qui soient plus professionnels et puis que ça va demeurer. Mais l'université comme moyen d'apprendre, c'est toujours cool. On peut apprendre des choses, mais ça ne veut pas dire en fait qu'on va pouvoir en faire profession. Et c'est là, je crois qu'il y a un discours à préciser. Au-delà de l'utilisation qu'on fait de l'IA dans l'université, à l'université, il y a aussi des domaines qu'on poursuit pour avoir un job après. Et puis là, honnêtement, traducteur, moi, je serais curieux de discuter avec des gens qui sont du métier et qui traduisent. Mais je pense que les possibilités d'emploi, elles vont fondre comme neige au soleil. Ça semble clair. Et tu vois, ce qui est intéressant ou ce qui est un peu, on pourrait dire intéressant et triste, c'est que on veut réguler plein de choses, donc on se pose la question ce qu'on doit réguler, mais toute la partie création, la partie développement, elle n'est pas faite, tu vois. Et la semaine passée, justement, tu es arrivé avec une super news comme quoi le Parlement européen va utiliser Claude d'Anthropic et puis Amazon comme cloud. Alors que, comme tu le disais, ils auraient pu utiliser un cloud européen. Et justement, après, peut-être avec une université européenne, développer un LLM justement pour avoir une solution 100% européenne et on ne le fait pas. Et ça pose quelques soucis, notamment en termes bon, déjà, de ne pas exploiter les talents européens, les universités et développer nos propres outils. Mais après, tout ce qui est souveraineté numérique, en fait. Parce que une entreprise américaine, elle est sous les lois comme le Cloud Act. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, le gouvernement des États-Unis, elle peut exiger l'accès aux données stockées sur le cloud, même si le cloud est situé hors des États-Unis. Et j'ai l'impression que ça dérange pas plus que ça, en fait. Bah, disons, ça dérange pas plus que ça parce qu'on est déjà de fait complètement soumis à ce Cloud Act. Toutes les universités, elles utilisent Microsoft. Donc voilà, je sais plus si c'était celle de Genève ou de Lausanne, mais il y en a une des deux qui dit que les étudiants ont accès à Copilot dans leur souscription Office. Bon, voilà. De fait, c'est déjà le cas. Après, je pense qu'il y a toute une problématique industrielle. Ce qui est choquant, en fait, dans cette news de l'Europe qui dit qu'ils vont mettre les archives à disposition, ils vont faire un partenariat avec Amazon. C'est pas du tout qu'ils choisissent Amazon. Amazon Web Services, ils sont hyper forts. Ils auraient pu en prendre un autre. Non, ils sont partis avec Claude, ils auraient pu aller avec Google ou un autre. Mais ce qui est choquant, c'est qu'en fait, ils font passer des lois qui mettent un pistolet sur la tempe des startups européennes qui sont actives dans l'IA parce qu'en fait, elles risquent des amendes enfin, je veux dire que c'est quasiment impossible parce que c'est beaucoup trop dangereux comme cadre légal, mais que quand eux, ils veulent utiliser une solution, ils font aux États-Unis. Alors ça, c'est vraiment faites comme je dis, pas comme je fais. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment choquant. D'autant plus qu'il n'y avait pas d'urgence à mettre à disposition les archives européennes. On aurait pu faire un projet sur une année et puis impliquer des acteurs locaux. Maintenant, là où on peut pas les blâmer, c'est qu'en fait, si un dirigeant européen aujourd'hui qui voudrait une solution qui fonctionne, il n'a pas tellement le choix. Donc en fait, ils utilisent ce qui est disponible et là, c'est moins une question de régulation ou de bonne volonté ou de volonté politique, c'est une question de taille industrielle. Si on regarde les investissements qui sont consentis par tous les grands acteurs, ça se chiffre en milliards par quarter. Donc tous les 3 mois, ils investissent des milliards pour mettre en place des infrastructures, des sources d'énergie, etc., etc. Et nous, on est là à se demander en fait comment on va faire. Ça, c'est un peu inquiétant parce que je pense peut-être qu'ils réalisent pas en fait que c'est vraiment une problématique industrielle et puis qu'on est en train de se faire l'extérieur à la vitesse grand V.
Mais ce qui semble, c'est quand même que quand ils prennent une décision d'utiliser quelque chose, ben, ils vont avec les choses qui marchent. Et Ouais, ils font voter des lois qui empêchent le fait qu'il y ait un développement sur place. Donc, c'est un peu dommage. ouais, c'est ce que tu dis. Donc, clairement, les lois, elles t'empêchent d'innover, elles t'empêchent Mhm, de développer, et puis elles forcent ben, tous les talents, hein, on va dire européens, à quitter l'Europe, hein, puis à aller mhm. bosser aux US. Et je trouve ça dommage. Je sais même pas si enfin, si on pourrait appeler ça une sorte de suicide. Et puis après, derrière, tu as Lagarde, tu as Draghi et toute cette équipe qui te disent que voilà, on a Ouais. un gros retard. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à, faisons l'hypothèse charitable qu'en fait, Draghi et Lagarde, en fait, ils sont bien informés, ils sont aux manettes depuis quelque temps, etc., même depuis pas mal de temps. Puis ils se disent, bon, ben là, on est en train de louper un virage important. Ils le disent publiquement, c'est bien. La question, c'est pas de faire ce constat. En fait, tout le monde l'a fait. La question maintenant, c'est de se mettre en mouvement. Et le point, c'est qu'en fait, c'est une problématique industrielle. C'est pas tellement une problématique universitaire. Il y a beaucoup des innovations de l'IA qui viennent d'Europe. Euh, la société que Google a achetée, qui s'appelle Google DeepMind, si vous tapez Google DeepMind, vous pouvez aller voir ce qu'ils ont fait. C'est eux qui ont gagné le prix Nobel pour protein folding, etc., etc. Il y a pas tellement. C'est une société qui est née en Angleterre. Donc, le joyau de la couronne de Google, en fait, il est anglais, il est européen. Donc, il y a énormément de talent. Le patron de l'IA, de la recherche sur l'IA chez Meta, Facebook, c'est un Français. Mais bon, ben, il vit à New York. Et il y en a plein des exemples comme ça, en fait, des talents, en fait, en Europe, spécialement en France, en fait, où il y a d'excellents mathématiciens, on en a plein. Le problème, c'est de convertir, en fait, ces innovations. Hein, on discutait du fait que la Suisse, l'Europe en général, on est tellement bon pour l'innovation, mais l'innovation, ça se transforme pas en industrie. Alors, d'avoir des bonnes idées, c'est une chose, mais après, faut-il encore les transformer en entreprises qui font des emplois et qui amènent la- comment dire, du développement économique. Et puis là, c'est là qu'on est en train de louper le coche. Et la preuve, c'est qu'en fait, l'Europe, elle utilise un cloud américain pour mettre ses archives à disposition. C'est qu'on n'a pas les outils industriels pour répondre à la demande. Et c'est vraiment là quelle est la bataille. D'ailleurs, je signale pour les auditeurs, il y a un rapport qui a été publié par Microsoft et Horowitz, c'est un fonds américain. On le mettra peut-être dans les commentaires, où en fait, il propose une feuille de route pour dynamiser l'industrie de l'IA aux États-Unis. Faut pas oublier que eux, ils sont OpenAI, c'est déjà une vieille affaire hein, pour les Américains. Il y a déjà eu 30 startups qui ont été créées par des gens qui ont participé au développement d'OpenAI, donc ils sont déjà à la deuxième génération. Voilà, wake up. Ils ont aussi tous les grands clouds, donc les usines qui permettent de faire fonctionner ces IA de manière fiable et à l'échelle, elles sont aussi américaines. Donc c'est là qu'on investit des milliards chaque mois, etc., etc. Enfin, que les sociétés américaines investissent. Donc il faut regarder ça avec attention. Mais si vous lisez ce document qu'on mettra en commentaire, ce que dit Horowitz, c'est qu'en fait il faut favoriser le développement de l'industrie de l'IA aux États-Unis. Ils sont pas en train d'essayer de nous prendre avec, etc., etc. Et il y a tout un discours chez les VC américains qui consiste à dire, bien sûr, vous pouvez avoir des centres de R&D en Europe, les mecs sont pas chers et ils sont très bons. Donc voilà, c'est la création de valeur sur laquelle il faut se concentrer, puis pas uniquement en fait sur la technologie, mais vraiment sur les applications, la manière de faire fonctionner ces grosses usines. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me ramène à aussi un des points. Là, on pourrait dire oui, c'est l'IA, c'est quand même plus technique. On n'a pas forcément les moyens, les centres de recherche, etc. Même si c'est discutable. Mais tu regardes pour l'industrie automobile où on est aussi en train de Ouais. complètement manquer le coche. Et puis, on en parlait la semaine passée avec des dizaines de milliers d'emplois qui vont être supprimés et que là aussi, voilà, on rate le tournant. Donc, dans tout Ouais. ce qui est, on va dire, futuriste avec l'IA, donc on l'a loupé et on reviendra pas. Ça, on peut en être sûr. Mais tu as aussi où on avait un avantage, un edge,
on est aussi en train de se faire disrupter. Ouais. Alors, je pense qu'on paye quand même notre relatif retard parce qu'on n'avait pas réellement en Europe d'industrie de l'informatique, pour le dire un peu simplement. Il y avait Olivetti. Peut-être les auditeurs sont trop jeunes, ils connaissent pas ça, mais vous pouvez googler Olivetti. On peut une fois en parler plus en détail, mais ils fabriquaient des PC en Italie. Ils étaient très très bons. Ils ont disparu. Donc on a loupé ce virage d'avoir l'industrie du digital qui soit fortement ancrée en Europe. On est toujours resté très très bon du point de vue de l'université, de l'innovation, de la compréhension, de tout ça. Il y a rien à redire, hein, on est top. Mais quand il s'agit d'industrialiser, on n'a pas réussi. Et comme l'IA, elle s'appuie quand même en grande partie sur ces technologies du digital et du web, eh ben c'est pas facile, ça fait beaucoup de retard. Et je pense que moi j'ai pas la solution, mais euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait c'est une problématique industrielle. Donc en fait il faut favoriser des entrepreneurs d'une manière ou d'une autre et l'industrie. Il s'agit pas de réguler les choses pour avoir une espèce d'utilisation éthique par avance, alors qu'en fait on a de toute façon aucune industrie. Là, ce qu'on fait en régulant les choses comme ça, c'est qu'on dit on va se mettre dans les mains des Américains d'avance et on signe. Et ça, je trouve que c'est dommage. Ouais. J'aimerais parler aussi maintenant des élections américaines. Donc, c'est demain, sauf erreur de ma part, qu'on va savoir qui sera le prochain présidente. J'ai trouvé une news assez intéressante parce qu'on en parlait la semaine passée. Qu'est-ce qui pourrait se passer en cas d'élection de Kamala Harris ou de Donald Trump? Et il y a Elon Musk qui a tweeté, enfin qui a retweeté sur X, comme quoi il pourrait être déporté en fait, parce que apparemment quand il est arrivé aux États-Unis, il n'avait pas de permis de travail valide, et là potentiellement. Alors moi, j'ai une proposition. Alors plusieurs commentaires. Le premier truc, c'est que merci les Américains de faire des élections aussi passionnantes parce que comme en Suisse, il ne se passe jamais rien, au moins on a une story à suivre. Ensuite, les Américains, c'est quand même les pros du storytelling. Je veux dire, c'est Hollywood, là, ce truc qu'on vit tous les jours, il y a des news. Et puis, c'est quand même violent, hein, la politique aux États-Unis. Je veux dire, il y a quand même un certain nombre de présidents américains qui ont eu des accidents, bon, hein, c'était pas des accidents de chasse. Kennedy, il a quand même pris. Enfin, je veux dire, c'était pas. Peut-être qu'en Europe, quand c'était les rois qui régnaient, c'était des accidents de chasse, mais là, c'est quand même assez violent, hein, la politique aux États-Unis. Après, Musk, c'est un grand garçon. Il a voulu participer à ce débat et puis se mettre avec un camp, il a tout à fait le droit, etc. Mais ben voilà, après c'est pas forcément un chemin de rose, hein, effectivement. Je pense quand même qu'il y a une immense théâtralisation, on raconte une histoire, etc., etc. À mon avis, en tant qu'Européen et que Suisse, ça va absolument rien changer parce que là ils élisent un président américain. Donc voilà, pour nous ça change rien. Maintenant, si les Américains décident qu'en fait Elon Musk il a plus sa place aux États-Unis, moi je propose que on l'accueille en France, en Suisse, en Angleterre, il peut choisir. Euh, il est le bienvenu. Hein. S'il est plus le bienvenu aux États-Unis, il faut absolument qu'on le récupère en Europe. Ça, ce serait un grand coup. Ouais. Je pense pas Ouais, que ça arrivera, mais non, je pense pas, mais c'est vrai que on peut le considérer comme un des plus grands industriels de notre ouais, temps, hein. ouais, Donc, c'est sûr. on peut l'aimer ou pas l'aimer. Enfin, il est assez Mhm. décrié et tout pour un peu sa personnalité, sa manière de voir les choses. Mais c'est vrai qu'en termes d'innovation, de vision, il est juste incroyable. Il est Mhm. juste incroyable. Il est fort. Non, Il non, est il est fort. hyper fort. Et je te dis, si les Américains décident qu'en fait, il n'est pas assez américain, moi, je pense qu'il faut le faire européen. Il n'y a pas de problème. Ou même suisse, neutre. Hein. C'est hyper cool. Il est le bienvenu. Mais tu vois, c'est ce que tu dis, hein. C'est vrai que moi, j'ai pas mal suivi ces élections et tout. Puis, tu vois que tu as vraiment deux camps, hein, et que du côté Ouais. de la tech, du côté des investisseurs, eh ben, les deux supportent tant Kamala Harris que Trump. Et puis, que tout le monde
a une opinion. Tu vois, c'est pas très neutre, c'est assez tranché et qui supportent tous un des candidats justement pour avoir des retombées pour leur propre industrie. Et je trouve que c'est intéressant. Tu parlais de Ben Horowitz et de cet article qu'ils ont fait et que eux vraiment ils sont en guerre contre la Chine, tu vois, enfin au niveau technologique, et puis qui veulent absolument avoir le soutien du prochain ou de la prochaine présidente des États-Unis pour être sûr de maintenir leur avantage concurrentiel par rapport à la Chine. Ouais. Alors, je pense que la jeunesse de ça, c'est vraiment ce jugement qui a fait jurisprudence aux États-Unis, qui a enlevé tous les plafonds à ce qu'on pouvait contribuer à une campagne électorale. Donc, c'est PAC et c'est super PAC. À partir du moment où tu peux mettre 1 million, 10 millions, 100 millions, etc., des sommes absolument folles, tu peux effectivement acheter des décisions, on va dire, ou pour le moins les faveurs des gens qui éventuellement seraient élus. Et ça c'est un truc c'est pas énormément discuté aux États-Unis, mais ça m'a l'air d'être le péché originel. Après, pour quelqu'un qui a énormément de moyens, une fois que tu as la possibilité de contribuer de manière absolument massive, ben, les gens ils le font puis ils attendent un retour. Ça, j'en suis sûr. En plus, ce sont des investisseurs, donc c'est quand même un peu comme ça qu'ils raisonnent. Ça, je pense que c'est quand même un gros défi pour la démocratie américaine, mais elle a la peau solide, ils vont se remettre. Au moins, ça fait des élections rigolotes, quoi. Il y a des dramas. C'est drôle. Ouais, des big dramas. On peut parler de la news aussi, je trouve assez intéressante, la fin du téléphone portable. Ouais. Donc, on a vu que Meta et Zuck, comme il appelle, est à fond là-dedans et pense que voilà, on aura le téléphone portable, ça sera bientôt fini. Ouais, alors, bon, je dois dire, j'étais un peu étonné de ce statement. Je ne sais pas s'il a été mal cité, mais si on lit l'article, en fait, en fin d'article, on voit qu'il dit que le téléphone portable sera plus souvent au fond de notre poche et qu'on aura moins besoin de le sortir. Alors, l'article, il mélange un peu tout, en fait. Cet article, il dit que il y a plus énormément de croissance dans le marché du smartphone, ce qui est assez vrai parce qu'en fait, les gens, ils sont équipés. Pratiquement tout le monde a un smartphone. Et puis, l'innovation dans les smartphones, elle a quand même bien diminué ces dernières années. Il se passe plus grand-chose. Il y a le nouveau, il est peut-être un petit peu plus joli, un petit peu plus solide, mais il n'y a pas grande innovation. Donc, les taux de renouvellement s'affaissent. Et ça, c'est vraiment un des trucs qu'on voit en fait avec l'entreprise de la tech, enfin le domaine de la tech aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils sont si dynamiques. C'est dès que quelque chose n'est plus en train de décoller, ils disent que c'est dead. Mais ça veut pas dire qu'en fait le smartphone, à mon avis, est dead du tout. Ça veut dire qu'ils essayent de chercher et de trouver quelle est la prochaine vague d'innovation. Et ce que Zuckerberg il pense ou qu'il dit, alors bien sûr, il fait pas de smartphone et il n'a pas d'OS, donc en fait, lui, il a aucun problème à taper sur ce marché-là. Je pense même que ça doit le faire bien marrer. Mais il a fait ces Ray-Ban qui ont une caméra et qui projettent quelque chose, qui capture en fait l'environnement autour de toi. Et ça pourrait bien être un device intéressant. Le gros problème quand même avec ces lunettes, c'est que je suis pas tout à fait. Enfin, toi et moi, on porte des lunettes, donc à la limite, c'est plutôt bonnard. Mais les gens qui ne portent pas de lunettes, je suis pas sûr qu'ils vont se mettre une paire pour pouvoir profiter de ça. Euh, si on regarde en fait l'histoire des ordinateurs, on en a eu un sur notre table, c'était le PC, le Mac, l'iMac, les portables, etc. Donc il y a un ordinateur sur la table. La plateforme existe toujours. Je veux dire, nous, on fait ce podcast, on a un Mac devant nous pour capturer la vidéo, le son et streamer. Donc, les tables ont toujours un ordinateur. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un ordinateur dans nos poches. Ça s'appelle un iPhone, un smartphone de manière plus générale. Ensuite, ils ont mis un ordinateur sur les poignets en faisant croire que c'était une montre, mais c'est réellement un ordinateur qui a des fonctions différentes, qui squatte le poignet. Puis maintenant, Zuckerberg, il nous dit que le prochain endroit où on va en mettre un, c'est la tête sous la forme de lunettes, ce qui est tout à fait possible. On verra. Mais à mon sens, ça va pas remplacer, mais complémenter le smartphone. Donc, c'est pas du tout que ça va disparaître. C'est juste que
le smartphone, il n'y a plus des vagues d'innovation qui sont dingues ou des taux de renouvellement qui sont énormes ou une croissance qui est mérifique. Et typiquement, les Américains, quand ça devient un peu, de leur point de vue, ça va être boring, quoi. Il se passe plus grand-chose. Next. Et justement, par rapport à ça, en fait, ça serait peut-être intéressant d'avoir ton point de vue sur cette tendance, parce que là, vraiment, comme tu dis, bah, ils n'ont pas d'operating system, ils n'ont pas de téléphone eux-mêmes. Et pour les auditeurs, pour ceux qui sont entrepreneurs, et justement, on voit que l'Europe, on est en train de manquer un virage, mais en même temps, tu as plein de choses qui se passent. J'aimerais avoir ton point de vue sur comment identifier les tendances ou comment pousser les tendances. Parce que là, justement, enfin, si tu as Zuckerberg qui te dit ça, tu as peut-être plein de petits malins start-upers qui vont vouloir lancer quelque chose et peut-être se faire acheter derrière ou y contribuer. Alors, le premier truc, c'est qu'en fait, il faut pas faire une start-up pour se faire racheter par Zuckerberg parce que c'est un truc qui arrive très souvent. C'est un petit peu comme de gagner au loto. Je pense que les bonnes ventures, en fait, elles sont là quand on a vu quelque chose que d'autres n'ont pas vu, et puis qu'on a un certain degré de passion pour cette chose. Il faut pas se lancer dans une start-up parce qu'on se dit waouh, Zuckerberg il y a quelques années en fait c'était VR, ER et ils ont fait leur métaverse, ils ont investi des milliards et des milliards. Bon ben floups. Ouais. It's all gone, hein. Donc c'est comme les lunettes de Google aussi. ouais, c'est ça. Donc il faut être très prudent avec ce genre de choses. Je pense que le moment n'a jamais été aussi favorable pour les jeunes et les moins jeunes de lancer une start-up, de faire un développement, de lancer quelque chose. C'est absolument le meilleur moment, à mon avis, de l'histoire qu'on n'a jamais connu parce que avec tous les outils IA, un team relativement réduit peut faire beaucoup. D'accord? Donc, il y a une espèce de montée en puissance des individus ou des équipes petites, 2, 3, voilà. Ce qui veut dire que ça résout un des problèmes des startups au départ d'une startup. Le problème, c'est où est-ce qu'on trouve les sous pour faire les premiers développements. Alors, si maintenant, il y a la possibilité de développer beaucoup plus vite pour moins cher, c'est vraiment un super moment pour commencer. Vraiment. Le deuxième point, je dirais, c'est qu'il faut avoir une grosse passion, comme je disais avant, pour le domaine dans lequel on commence à entreprendre, parce que souvent, ça se passe pas comme on l'avait prévu. C'est Elon Musk, on en parlait avant, il dit que en fait, fonder une startup, c'est comme de mâcher du verre pilé en contemplant chewing glass, contemplating the abyss, donc en regardant dans le vide. Bon, c'est un peu dramatique la manière dont ils en parlent, mais c'est quand même un peu vrai. Donc, en fait, quand on fait quelque chose, qu'on entreprend quelque chose, il faut avoir un intérêt. Typiquement, le fait qu'en fait, on se parle toutes les semaines puis qu'on commente l'actualité, moi, j'adore faire ça avec toi. Vraiment. Là, j'y trouve complètement mon compte, même si d'aventure personne nous écoutait, mais c'est quand même bon art de voir qu'en fait, il y a un public et que les gens réagissent favorablement. Mais j'ai un immense plaisir à partager ça avec la communauté, à faire ça avec toi. Seul, je le ferais simplement pas. C'est pas si simple que ça à faire tout seul. Donc en fait, on le fait les deux. Puis en fait, alors on peut discuter de la qualité de nos commentaires ou de la prise de son, de la prise de vidéo, mais n'empêche, en fait, on est les deux. On a un portable et en fait, on peut faire un petit commentaire de l'actualité filmé chaque semaine. C'est quand même assez cool. Et ce que ça dit, en fait, du monde d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, maintenant, les jeunes ou les moins jeunes, ils peuvent se lancer. Faut pas avoir peur. Le pire que vous risquez, c'est qu'il se passe rien. C'est d'ailleurs même le plus probable, mais c'est pas si grave. En fait, maintenant, on peut tenter la chose. Le terrain est tendre, donc je pense qu'il faut y aller. Et justement, par rapport, pour revenir et faire le parallèle avec l'article de Andreessen Horowitz et puis Andreessen Horowitz, justement, eux, ils parlent de big tech et ils ont un little tech agenda. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont le soutien de Microsoft pour pouvoir donner les outils aux PME et aux startups. Et j'ai l'impression qu'il y a un fossé qui est en train de se creuser où
as justement ces startups qui vont plus pouvoir venir disrupter des mastodontes. Comment tu te positionnerais par rapport dont Microsoft s'occupe, Microsoft, Google et les autres, les Magnificent Seven, hein, où ils font des chips, où ils font des infrastructures, où ils font des usines, etc., où ils achètent des centrales nucléaires, ce qui n'est quand même pas rien. C'est quand même, faut quand même faut en avoir sous le capot. Et donc en fait, c'est ce que la partie de Microsoft là-dedans, c'est un business où il faut investir 1, 2, 3, 10, 15 milliards par quarter, donc des milliards tous les mois. C'est pas un business qui est à la portée de la première startup venue. On est bien d'accord. Donc en fait, Microsoft et consorts, ce qu'ils font, c'est qu'ils fabriquent ce terreau industriel qui va permettre à toutes ces applications de fonctionner. Maintenant, je pense que pour les entrepreneurs, surtout s'ils sont en Europe ou qu'ils n'ont pas les moyens d'entreprises comme ça, et en l'occurrence, ça veut dire personne, il faut se concentrer plutôt sur la couche applicative, parce qu'en fait, les LLM, c'est une manière de stocker le savoir du monde et de retrouver cette information, de travailler le langage. Donc, en fait, il y a plein d'applications en fait qui vont être réinventées. Une autre chose qui est importante, c'est de bien voir que ça simplifie quand même énormément ça diminue énormément le temps qu'il faut pour prototyper une application. Parce qu'il y a, il y a plein d'outils, en fait, qui permettent de programmer plus vite, plus simplement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de programmeur, mais ça va plus vite. Donc, en fait, il faut se concentrer, à mon avis, sur la couche applicative. C'est vraiment là qu'il y a d'énormes opportunités. et on en parlait la semaine passée, mais c'est vrai que, et on en parle encore ce matin, mais que l'Europe, ça devient compliqué d'innover et ça me faisait penser à ce film Rasta Rocket. Ouais. Tu vois, Oui, le Jamaïcain qui veut, mais c'est ça. qui veut devenir champion du monde de bobsleigh. Ouais. Et on en parlait, j'ai l'impression que c'est la même chose quand tu es en Suisse ou en Europe et que tu veux te positionner Ouais. comme champion du monde d'IA. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bah, OK, on tente, on essaie de voir ce qu'on peut faire ou on prend un billet d'avion et puis on va aux States et puis on essaie de développer ça là-bas, vu que l'écosystème, les clusters sont beaucoup plus développés, il y a beaucoup plus de cash, etc. Ben, disons, pour faire une très très belle carrière universitaire, l'Europe, c'est certainement pas mal. Il y a des super universités, ça c'est pour comprendre, contribuer à l'accumulation du savoir, etc. C'est un track, mais pour l'entrepreneuriat, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile parce que le cadre législatif est pas tout à fait génial. Il y a pas non plus les mêmes niveaux d'investissement qu'on peut avoir aux États-Unis. Les Américains, c'est quand même les grands champions pour capturer la valeur, en fait. Hein. Dès qu'il y a une disruption technologique, ils arrivent, bam, et puis ils arrivent à s'y enfiler. Mais c'est une économie qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus fluide, qui s'adapte beaucoup plus facilement. Euh, donc oui, moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, les États-Unis aujourd'hui, c'est beaucoup plus favorable, beaucoup plus propice. Et puis j'ai un autre argument pour ça, c'est qu'en fait, voyager, en fait, ça aide. En fait, quand on se déplace, on sort de son petit milieu, de son jus, et ça aide en fait. Si on veut entreprendre, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Donc ouais, je trouve que de bouger, c'est toujours juste. Si même on pense à une société comme Logitech, un des trucs que le fondateur Daniel Borel disait, donc c'est les gens qui font les claviers et les souris, hein, Logitech. Un grand succès suisse, la première chose qu'il a fait, c'est d'ouvrir des bureaux aux États-Unis et d'y mettre le headquarter. OK. Direct. Ouais. Et il le raconte, hein, c'est pas moi qui le dis, mais si vous l'écoutez ou si vous googlez Daniel Borel, bobo de son surnom, un mec absolument incroyable. En fait, la première chose qu'il a fait, c'est de partir aux US. Et le CEO de Logitech, je sais pas si ça a toujours été le cas, mais ça fait au moins 20 ans qu'il est en Californie. D'accord? Intéressant. Donc, c'est une boîte californienne, en fait, aussi suisse. Elle a une jeunesse suisse, mais je pense qu'un des succès, en fait, de Logitech, enfin, un des facteurs qui a contribué au fait qu'une société suisse, elle a réussi dans la tech,
et il n'y en a pas 5 millions des exemples comme ça, hein, c'est qu'ils sont tout de suite allés aux États-Unis et puis qu'ils ont visiblement pas eu tort. Ouais, bah, je pense que c'est un très bon conseil, hein, parce que moi, souvent, j'entends des entrepreneurs qui se plaignent de l'écosystème, comme quoi il n'y a pas suffisamment de soutien ou il n'y a pas Hein. suffisamment d'argent. Et c'est vrai que, enfin, je donnais l'exemple du bobsleigh, mais tu pourrais aussi donner l'exemple Ouais, de, de la mode, quoi. Si tu veux faire carrière comme designer ou mannequin, bah, c'est la même chose. tu vas aller à Paris ou New York Ouais, ou Milan ou Londres. Et je ouais. pense que dans tout ce qui est tech, eh ben, il faut avoir ce même raisonnement. Même Mhm, s'il y a certaines choses qui se passent quand même, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je pense que mhm. le plus gros frein, c'est vraiment l'aspect financement, mais aussi l'aspect mindset, en fait. Où, Ouais, moi je pense que c'est vraiment ça. L'aspect financement, on pourrait dire qu'en fait, les bons projets trouvent toujours des sous pour y aller, etc., etc., ce qui est pas faux, mais moi j'ai vraiment le sentiment que c'est une question d'énergie, de relation au risque, etc., etc., de relation à l'échec, de manière de croire dans cette nouvelle chose. Encore une fois, le commentaire de Zuckerberg, bien sûr, il fait pas de smartphone, mais lui, il voit qu'il y a plus de croissance dans les smartphones, il dit smartphone is dead. Le commentaire que je faisais, c'était pour dire, ben non, en fait, on va continuer à fabriquer des smartphones, vous en aurez toujours un dans 10 ans, mais c'est plus le domaine où il va y avoir une immense innovation et des choses très excitantes qui se passent. Et ça, dans la tête d'un Américain, c'est un peu bon, voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. mais Et, euh, et je c'est te, pour ça que les États-Unis, c'est plus favorable. non, je te rejoins là-dessus et c'est peut-être pour ça aussi que si tu regardes, ils ont commencé à développer tout ce qui est watch en fait, hein, Mhm. derrière. C'est que quand ton innovation, elle est juste rajouter plus de pixels, plus de stockage et plus de batterie, en fait, tu n'innoves pas et puis à un moment donné, tu es, limité Mhm. dans la vente, donc tu dois trouver d'autres produits. Et comme Ouais. tu l'as dit si bien la dernière fois, c'est que en fait, c'est un ordinateur qui se met au poignet, quoi. Mhm. C'est la suite. Et puis maintenant, ils nous vendent l'idée qu'il va y avoir un ordinateur sur les yeux. Ça va marcher, pas marcher. Moi, j'en sais rien. Je trouve moi, j'ai des lunettes, donc je suis pour. Mais, euh, toi aussi. Pareil. Mais je trouve que l'exemple de Rasta Rocket, il est pas mal, hein. C'est vrai que, voilà, quand t'es natif d'un pays où il n'y a pas trop de neige, puis il n'y a pas de culture du bobsleigh, ben c'est dur. Et, euh, et, et, et On va se faire taper sur les doigts. ouais, arrête si tu veux. Non, mais en fait, tout est possible. Il y a toujours des contre-exemples, mais c'est vrai que là, l'ambiance. Et d'ailleurs, je m'interroge un peu parce que de voir Mario Draghi et Christine Lagarde qui nous expliquent qu'en fait tout est foutu, je me demande si des fois ils réfléchissent aux jeunes entrepreneurs. Tu vois, Ouais, t'es un jeune entrepreneur, tu te dis bon ben voilà, moi j'ai une super idée, je vais développer une application, puis on te dit bon l'Europe est foutue. ouais, c'est vrai, c'est clair. C'est pas bon ça. Avec des personnes qui ont beaucoup plus d'insight que nous, hein. Nous, Ouais, on est là en train de décrypter ouais. l'actualité Les mecs ils sont en manette, hein. Donc voilà, et eux, ils ils ont tout. contrôlent, quoi. Ouais, ils contrôlent. Puis en gros, ils te disent, mais même pour nous, hein, je veux dire, c'est quand même, euh, tu te dis, waouh, non, mais on va. Alors, l'autre jour, j'ai un copain qui m'a dit, mais tu sais, Pascal, t'as tout faux. En fait, si tu développes une startup dans l'IA en Europe, c'est bien, parce que comme c'est beaucoup plus dur, après, tu y arrives partout. C'est genre, mourons vite, mourons heureux. Ça n'a aucun sens. En fait, il faut aller là où c'est plus dynamique et plus favorable. C'est déjà assez dur de commencer quelque chose. Donc, ouais, on verra. Peut-être que tout d'un coup, on va être surpris. Après les élections américaines, l'Europe va avoir un sursaut de ouf. Euh, on ne sait pas. Ouais, mais franchement, je pense pas. Je pense qu'au au niveau innovation, on rate le coche. Et aussi, on a vu cette news super intéressante liée à la finance durable, Mhm, où tu as 350 fonds liés ESG, donc on va dire qui sont durables, qui ont soit fermé, soit fusionné, mhm, et que justement, enfin, on en parlait, puis on a eu pas mal de commentaires là-dessus, où en fait c'était un effet de mode. Et j'ai l'impression qu'en Europe, tu as, les États-Unis et la Chine ou autres qui jouaient avec des vraies choses. Et comme tu le disais, hein, ils sont en train enfin, Microsoft a racheté une centrale nucléaire, elle est en train de la relancer.
Et nous, on est là en train de s'amuser à faire des gobelets recyclés. Et tu vois derrière que le monde de la finance, il est plus du tout, il est en train de plus se concentrer sur la durabilité parce que tu as ces fonds qui sont en train où on dit, au final, on s'en fiche maintenant de la durabilité. Ça dépend qu'on met derrière ce terme. En fait, si le terme de la durabilité, c'est d'être gentil, c'est sûr que ça va pas le faire. Mais la durabilité, c'est déjà aussi pour les entreprises de pas mourir. On parlait de Volkswagen qui supprime des dizaines de milliers d'emplois, de l'industrie automobile qui part en sucette. C'est pas hyper fun pour les ouvriers, les ingénieurs et les sous-traitants de l'industrie automobile. D'ailleurs, je disais une news ce matin comme quoi ça impacte aussi les entreprises en Suisse. C'est pas très fun, c'est pas très durable ça. Tu vois, de n'avoir plus d'activité. Donc en fait, il y a toute une série de domaines à prendre en compte et puis on peut pas simplement être. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'en Europe, on dit nous, on lave plus blanc. Tu sais, on est éthiquement, mais dans une espèce de petit nuage rose à 30 000 mètres d'altitude. Et une entreprise, il faut déjà qu'elle reste en vie, c'est déjà pas mal. Il faut qu'elle fasse les bons choix stratégiques pour y aller. C'est sûr que maintenant, en Europe et en Suisse particulièrement, les entreprises qui sont pas encore en train d'adopter l'IA, il faut qu'ils s'y mettent vite. C'est absolument nécessaire. Mais on peut pas les forcer, mais ils ont vraiment un intérêt parce que sinon ils vont vraiment le payer. Et puis de dire en plus de ça, il faut faire l'IA le plus pur et le plus éthiquement responsable en se mettant cette contrainte d'avance. À mon avis, c'est une erreur. Il faut combiner les choses et faire au mieux, mais il faut pas s'empêcher d'agir parce qu'en fait, ça n'est pas parfait. Ouais. Et tu parlais justement de se mettre à l'IA et j'ai vu une news passer que le cabinet de conseil et de comptabilité Forvis Mazars Ouais. est en train de former tous ses collaborateurs à l'IA en France. Et je trouvais ça intéressant en fait parce que je me souviens de ton article paru dans l'AGFI, l'illettrisme numérique. Bon, ça touchait. C'était assez provocateur, hein, je dois dire. C'est provocateur. Donc, c'était avec Xavier Comtesse, hein, il me semble. Hein. Vous étiez en train de plus tirer ou viser comment on appelle ça, les board members, en fait, donc tout le conseil d'administration. Est-ce qu'on peut se dire que maintenant, ça fait quoi, peut-être 6 mois que vous avez publié ça? Est-ce que toi, tu vois dans ton immense réseau des boîtes que tu conseilles, alors, quand même un changement? Il y a de tout. Il y a des gens, en fait, des entreprises de différentes tailles. Mais bon, moi, je fais du conseil dans toute l'Europe. C'est pas que en Suisse, mais pour les clients suisses que j'ai, effectivement, il y a des gens qui sont extrêmement dynamiques et puis qui ont une vision qui est assez solide. La chose que je constate dans la pratique, c'est en fait des gains d'efficience dans une entreprise existante qui est, mettons, dans le tertiaire. Hein. Je veux dire, si on fabrique du ciment, c'est pas avec l'IA qu'on va gagner des tonnes en productivité, on est bien d'accord. Mais typiquement Mazars, ils sont dans le tertiaire, c'est une immense fiduciaire. Mais dans ce genre de domaine, là, on fait des gains d'efficacité qui vont de 20 à 90% facilement. C'est vraiment épatant. Et puis, ce que les gens voient souvent, c'est une espèce de vision de comment l'IA permettrait de tout remplacer. Ça prend du temps parce que c'est toujours la qualité des data des data numériques qu'on a au départ qui permet d'avoir de très bons résultats. Mais dans un premier temps, souvent, ce que je fais avec eux, c'est de faire en sorte qu'ils gagnent du temps dans des tâches existantes. Une entreprise, elle fait ça toutes les semaines, ça lui prend un jour, tu réduis ça à 1 heure. Et en fait, ça fonctionne. On le voit beaucoup dans les centres de tech support. Il y a des tas d'entreprises qui peuvent améliorer le support technique et en diminuer le coût. Donc là, il faut pas passer à côté de ces gains d'efficacité. C'est la première étape, je dirais. Une autre chose intéressante, puisque tu mentionnes Mazars, c'est qu'il y avait l'ancien patron le CTO de Amazon Web Services,
Donc, le mec, on peut dire qu'il est plutôt au courant de ce qui se fait de mieux en matière de technologie digitale, d'usine digitale, etc., etc. Et j'ai été super surpris, mais il a rejoint EY, Ernst Young. Ok. Ouais, ahurissant. Et bon, il n'a pas encore posté grand-chose, mais ça m'a fait réfléchir. J'ai pas vraiment encore compris ce truc-là parce que je me disais, un leader technique qui est CTO de Amazon Web Services, je veux dire, c'est quelqu'un qui a une connaissance et un savoir-faire, mais qui est, je veux dire, c'est là, quoi. Et le fait qu'il rejoigne, en fait, une société de conseil, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça veut dire que, EY a compris qu'en fait, le cloud et l'IA, ça allait changer leur métier. Et peut-être qu'ils s'en donnent les moyens parce qu'en fait, ils engagent quelqu'un qui est vraiment un des plus forts au monde. Enfin, je le connais pas personnellement, mais je veux dire, après avoir occupé ce poste bien des années, il doit être très, très fort. Et puis, qu'ils comprennent aussi. Donc, il y a le business de la compta, enfin, la révision, etc., etc., qui va pouvoir transformer. Puis après, il y a tout le business du consulting qui est évidemment lui-même très, très bouleversé par l'IA et le fait de fournir du conseil à toute une série d'entreprises qui doivent s'adapter. D'accord. Donc, j'ai trouvé que ce move, il était intéressant et je me réjouis de suivre son parcours. On pourra peut-être en discuter plus la semaine prochaine ou quand il y aura des news de sa part. Ouais, en plus, sauf erreur de ma part, il me semble que les EY avait quelques problèmes financiers, hein, dans le sens où le business marchait un peu moins bien. Donc, OK. j'ai lu cette news il y a quelques mois en arrière. Il faudra que je contrôle. Et en fait, ça me fait penser aussi à ce dont on avait parlé, où tu mentionnais le CTO de McKinsey, qui était un gars super brillant, et puis que tout le monde justement est en train de faire ce virage où on n'est plus en train de se demander est-ce que l'IA, ça va rester, ou mais comment tu Ah, c'est l'utilises. sûr. Et Mazar, justement, enfin, ils disent qu'ils se donnent 18 mois pour former leurs 5000 employés en France à l'IA. Mhm. Donc, ils ont compris que voilà, s'ils ne le font pas, ils vont être distancés par d'autres Mhm. concurrents qui utiliseront l'IA, quoi. Ouais, c'est clair. Et alors, c'est une excellente décision qu'ils ont prise, c'est évident. Ce qui se cache derrière, c'est qu'ils vont quand même faire des gains de productivité de dingue. Donc, ils auront deux choix. Soit ils trouvent plus de clients, soit ils auront moins de monde. Hein, Ouais, ça va être un des deux. Et ça rejoint une tendance qu'on a vue en fait dans la tech. En fait, en Californie, les grandes boîtes tech, en fait, ils sont en train d'augmenter leur profit par employé de manière vertigineuse. Ça veut dire qu'ils sont plus forcément en train de grandir en termes de headcount ou d'engager des tas de gens, mais ils les rendent plus efficaces. Mais je suis curieux de suivre cette affaire de Mazar, puis de voir s'ils arrivent à, fournir un meilleur service de manière économiquement plus rationnelle. Donc, en gros, faire mieux pour moins cher. Et si c'est le cas, ils vont acquérir de nouveaux clients. Et s'ils acquièrent de nouveaux clients, ils pourront garder en fait les forces en présence. Mais je pense que c'est un super move de leur part. C'est aussi génial en fait qu'ils forment les employés parce que ça veut dire qu'ils leur disent c'est vous qui avez certainement tout ou partie de la solution. Aidez-nous, on y va ensemble. Euh, Ce qui est bien parce que c'est souvent dans les transitions digitales, c'est souvent en fait la culture aussi qui compte énormément. Il y a les outils, il faut acheter des outils qui soient bien, blablabla, blablabla. Mais c'est pas la seule chose à regarder. L'autre truc, c'est souvent d'emporter les gens puis de se préoccuper de faire émerger une culture digitale qui est quand même très différente. Enfin, tu connais bien la problématique. Tu as des tas d'entreprises aussi à le faire, mais la culture digitale, c'est pas la culture du papier et du crayon, c'est autre chose. C'est plus dynamique et c'est un virage. J'imagine que Mazar s'est dit qu'ils, ben, tu vois, 18 mois, c'est vite, c'est rapide, hein. c'est rapide pour 5000 employés. C'est Ouais. toute la France, hein, c'est pas juste à Paris. J'aimerais avoir Mm. ton point de vue, en fait, où que tu développes un peu sur la partie pricing. Parce Ok. que c'est vrai que maintenant, avec l'IA, bah, ce que tu faisais peut-être en une semaine, tu vas le faire en 1 heure ou 2 heures. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un impact justement sur les prix? Est-ce que les prix vont baisser? Ou est-ce que ça ne regarde pas forcément le client, la technologie que tu utilises derrière et que tu vas chiffrer ouais, la même chose, quoi. Et Ouais, ça on peut l'appliquer aussi aux avocats. alors, it depends. Je dirais dans ces transitions, combien ça coûte d'envoyer une lettre aujourd'hui?
bon, allez, mettons 1 franc, 1 euro, c'est à peu près le coût de la chose. Hein. Ok, ça coûte 1 franc. Ça coûte combien d'envoyer un email? Gratuit. Quasi rien. Ouais, coût marginal Vraiment. nul. D'accord? Donc, en fait, dans les transitions digitales, en fait, ce qui peut être fait de manière digitale devient, 1, abondant et 2, extrêmement bon marché. C'est pour ça que je pense qu'on a intérêt à digitaliser la médecine, par exemple. C'est une manière, en fait, de la rendre abondante. Si tu es dans un village en Amérique du Sud, etc., puis que il y a pas des masses de médecins super bien formés, mais que tu peux faire un vidéo call avec un médecin qui est bien formé ou avec une IA, ça va être digitalisé, beaucoup moins cher, disponible 24 heures sur 24. C'est peut-être pas parfait, mais c'est beaucoup plus disponible parce que ça scale et c'est beaucoup moins cher. Donc, en général, quand les choses se digitalisent, elles tendent vers un coût marginal nul. On peut le dire comme ça. C'est pas toujours le cas. Ça, c'est à terme. Maintenant, on n'est pas encore à terme, on est dans la phase de transition. Alors, dans la phase de transition, tu peux faire les deux. En fait, souvent, ce que je fais moi avec mes clients, c'est qu'en fait, on gagne en productivité. Mettons que tu as une équipe de 10 personnes et que tu arrives, soyons pessimistes, le cas le moins favorable, c'est que tu arrives à économiser le temps d'une personne. Mais d'ailleurs, les auditeurs qui utilisent ChatGPT ou les autres, ils voient bien qu'ils gagnent du temps. On le voit bien, on est d'accord. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, souvent ce qui marche bien, c'est d'optimiser les coûts, donc de diminuer le temps qu'on met pour faire un même travail. Puis pendant les premiers mois, voire les premières années, les prix ne commencent pas encore à descendre, d'accord? Mais ça veut dire qu'en fait, on libère des zones, des poches de productivité, en fait, pour pouvoir ensuite innover. D'accord? Donc, l'étape 1, c'est on économise des sous, on diminue le prix de revient pour délivrer un service ou un produit. Par exemple, si toi et moi, on fait un cours sur l'IA, c'est évident que en se faisant aider par ChatGPT, on va pouvoir trouver des exemples. Maintenant, en plus, ChatGPT, il cherche sur Internet, etc., etc. Ça ira beaucoup plus vite avec les outils d'IA pour mettre en place un cours que si on devait le faire avec nos petites mains et du papier et du crayon. Ceci dit, le jour où on donne le cours, faut quand même être là puis passer la journée avec les gens. D'accord? Donc, en fait, ça veut dire que dans un premier temps, tu gagnes en efficience, en efficacité, tu fais des gains de productivité. Puis, ce qu'il faut, c'est investir ce gain dans l'innovation. Ça veut dire réinventer la manière dont tu donnes des cours, réinventer la manière dont tu fais la compta pour Mazar, comment est-ce que tu communiques avec tes clients, comment est-ce que tu leur permets d'échanger avec leurs données, comment est-ce que ces clients-là, ils vont par exemple pouvoir poser des questions à leur propre compte en temps réel, c'est-à-dire en langage naturel. Est-ce que je peux m'acheter une camionnette parce que la mienne a lâché? Puis là, l'IA te dit, ouh là 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 là, attention, vous avez l'impression que vous êtes riche, mais il y a ça qui nous attend au prochain virage, donc il faut être prudent. Donc il faut, 1, économiser, 2, innover, mais pas tout faire en même temps tout de suite. Il faut d'abord prendre les gains de productivité puis les réinvestir si c'est pertinent. Super intéressant passage. Je pense qu'on aura l'occasion de faire un deep dive en fait là-dessus. Je te remercie pour ton temps et tous ces Merci à insights toi. et je te souhaite une super bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao Younes, bonne journée.